Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal du jeudi 9 avril. Je serai avec vous Margot, bonsoir. Bonsoir Jean-Marc, bonsoir à tous. Nous développerons ensemble les événements majeurs de cette journée avec, commençons par les titres, le Conseil de Toulouse Métropole qui a été agité sur la question des impôts. Une manifestation contre l'austérité dans les rues de Toulouse avec le point de vue des contrôleurs aériens et enfin du rugby à la campagne. Il y aura 15% d'augmentation d'impôts pour les communes appartenant à Toulouse Métropole, avait annoncé Jean-Luc Moudinque il y a quelques jours. Un tonnerre de réactions s'était fait entendre du côté des forces politiques d'opposition suite à cette déclaration. Aujourd'hui, au Conseil de communauté, les débats furent vifs. Un climat tendu ce matin au sein du Conseil de Toulouse Métropole. L'opposition était furieuse d'avoir appris par voie de presse une proposition majeure de Jean-Luc Moudinque, l'augmentation des impôts communautaires de 15%. C'est totalement une décision unilatérale. En plus, elle a été annoncée avec la majorité de la métropole, sans tenir compte des maires minoritaires. C'est une première depuis 1992. Jamais on a vu ça. Eh bien, il faudra interroger le maire de Toulouse et on va le faire aujourd'hui sur cette question. On explique ce que l'on veut faire et une fois qu'on a expliqué quel est le programme, on peut toujours expliquer aux habitants qu'il faut une petite hausse d'impôts. Mais aujourd'hui, c'est de méconnaître complètement le climat général dans notre ville comme dans le pays que de faire décider unilatéralement d'une augmentation de 15% des impôts. Les Verts et le Parti communiste sont totalement contre une hausse du taux d'imposition. De leur côté, le PS ne voulait qu'une petite hausse de 4%. La situation s'est miraculeusement débloquée avec l'intervention de la minorité du PRG. Le président a proposé 15% d'un coup. Nous avons considéré que c'était un peu trop brutal et que, sans vouloir étaler trop longuement, on pouvait au moins diviser la poire en deux et faire 2 fois 7,5. Et il semble effectivement que ça ait recueilli plutôt un consensus. Doit-on y voir un geste magnanime de Jean-Luc Moudinque, sachant qu'avec le nombre d'élus de droite et du centre, il aurait pu faire passer en force son projet de hausse d'impôts? Alors il aurait parfaitement pu passer en forme s'il avait la majorité. C'est aussi une forme d'ouverture, de reconnaissance de la capacité d'une minorité à faire des propositions qui, lorsqu'elles sont raisonnables, peuvent être reçues. Il faut que nous soyons, et j'ai essayé de le faire, un peu plus dans la coopération parce que nous ne sommes pas dans une commune. Nous sommes dans un regroupement de communes. Et j'ai utilisé l'expression de coopérative de communes. Et les coopérateurs, ils ne sont pas toujours d'accord. Il faut qu'à la fin, ils trouvent un consensus. Mais attention, ces hausses d'impôts ne devront pas servir à amortir les dépenses de fonctionnement. Non, j'ai d'ailleurs insisté pour préciser que la ressource supplémentaire qui était procurée par l'augmentation de l'impôt devait être consacrée à l'autofinancement et donc au financement de l'investissement. On entend, il y a certains grands projets qui pourraient être reportés au prochain mandat. Le parc des expositions pourrait en faire partie. La communauté économique toulousaine attend ce parc des expositions. Comment peut-on dire que nous sommes une métropole européenne si nous n'avons pas capacité à accueillir des grands événements? Donc il faut qu'on fasse ce parc des expositions. Dans tous les cas, le groupe RDSE est attaché au lancement du parc des expositions. La journée fut donc longue. On en retiendra qu'en 2015, il y aura 7,5% d'augmentation des impôts. En 2016, il en sera de même. Par contre, rien n'a été dit sur le prolongement de la ligne B du métro ainsi que sur la 3e potentielle future ligne. Une journée nationale et intersyndicale contre l'austérité en France et donc à Toulouse sous forme de grève et de défilé, Margot. Oui Jean-Marc, on a compté environ 4000 personnes dans les rues de la Ville Rose venant de différents corps de métiers. Des agents de l'éducation nationale, mais aussi des instituteurs, des professeurs, des salariés des transports et des personnels du service public en général. Nous sommes intéressés et avons suivi aujourd'hui les contrôleurs aériens, un sujet de Sophie Voinis. Toute la profession du contrôle aérien représentée ce matin dans la manif contre l'austérité. Contrôleurs, électroniciens, techniciens de l'aviation civile, personnel administratif venus défendre une profession qu'ils estiment en péril. Nos salaires sont bloqués depuis bientôt 5 ans. Nous avons des baisses d'effectifs d'année en année, donc on commence à ressentir les effets qui nous conduisent à externaliser beaucoup de tâches chez nous. Ces réductions d'effectifs qui nous touchent, elles ont comme conséquence dans la région Midi-Pyrénées le retrait de la DGAC en tant que contrôle aérien de terrain, d'aérodromes comme Angoulême où le terrain et la DGAC se retire à la fin de l'année, c'est-à-dire ça va être des contrôleurs payés par le gestionnaire qui ne feront que de l'information de vol privé. Donc l'aérodrome de Rodez qui est en train aussi de... La DGAC veut récupérer entre guillemets les contrôleurs qui sont à Rodez. Les contrôleurs aériens sont fonctionnaires d'État et dépendent du ministère des Transports, mais leurs revenus sont assurés par les redevances que payent les avions lorsqu'ils traversent notre pays et non par l'argent des contribuables.
Alors les contrôleurs aériens sont-ils des privilégiés? Je rappelle qu'il faut déjà y rentrer dans le métier. Il y a quand même beaucoup d'efforts pour tous ces jeunes qui souhaitent aujourd'hui faire ce travail et qui, de par l'austérité qui s'installe et le non-recrutement ou le sous-recrutement, eh bien, voient des places en nombre très limité s'offrir. Le concours n'est pas simple. Et quant à ce qui est des privilèges qu'on aurait et qu'on défendrait, moi je réponds que ce qu'on défend c'est la qualité du service qu'on rend. Et quand on parle de qualité du service dans le contrôle aérien, c'est la sécurité des personnes qui sont dans les avions, mais aussi celle de ceux qui sont survolés. La particularité de la profession en France, c'est la présence de contrôleurs fonctionnaires d'État sur tous les aérodromes du territoire. Dans tous les autres pays européens, les contrôleurs interviennent uniquement sur les grands centres de contrôle. Ailleurs, c'est l'affaire du privé. Aujourd'hui, les contrôleurs aériens se mobilisent pour le maintien de leurs emplois. Ils craignent une dégradation de la sécurité, le cas échéant. Ils veulent aussi protéger leurs conditions de travail et leur salaire. Un contrôleur aérien gagne 1 500 € par mois en début de carrière, 7 000 € en fin de carrière en fonction de son lieu d'affectation. C'est l'un des arbres les plus connus de Toulouse. Il s'appelle le micocoulier du jardin du musée Saint-Raymond, juste en face de la basilique Saint-Cernin, et il doit être malheureusement abattu car il présente un danger. L'abattage a commencé aujourd'hui et il finira demain, vendredi. Explication avec Pascal Solaire. Place Saint-Cernin, sa basilique, son musée, son lycée et son micocoulier de 20 mètres, plus que centenaire, classé au patrimoine remarquable des arbres français. Enraciné depuis plus de 100 ans dans le paysage urbain, l'arbre s'est affaibli selon 2 expertises en 2006 et 2011 en raison d'un champignon qui se développe dans les racines à la base du tronc. Les experts nous ont dit qu'il va falloir absolument l'abattre avant 3 ans. On l'a laissé survivre pendant les 3 ans en s'y intéressant de près, c'est-à-dire qu'on réduisait les branches pour qu'il n'y ait pas d'emprise du vent et que l'arbre ne puisse pas basculer. Et les 3 ans sont révolus, l'arbre a les racines plus que fragiles et il est dans un état qui fait qu'il faut l'abattre. Il n'a plus d'ancrage au sol, donc il peut basculer. Et là est le risque pour les enfants, pour les familles, pour tous ceux qui viennent dans ce jardin. Même justifier la mort d'un arbre aussi emblématique ne laisse pas indifférents les salariés du musée Saint-Raymond, les habitants du quartier, voire même de l'agglomération, comme ce couple de Ramonvillois venu spécialement pour le micocoulier. Pour 2 raisons. D'abord, voir comment était cet arbre et ensuite voir l'abattage, qui est quand même une opération un petit peu compliquée et délicate compte tenu de la grosseur de cet arbre. Ça va faire 18 ans que je travaille là et donc ça fait bizarre. Cet arbre vous a toujours accompagné? Ah ben oui, c'est sûr. Bon, ouais, il est majestueux, souvenir. Bon, c'était pour l'ombre pour le musée, pour la petite cour que l'on a à l'intérieur. Les gens appréciaient beaucoup son ombre. C'est de la peine quoi, de la peine de le voir partir. C'est dommage. La souche de l'arbre sera conservée, il ne sera pas remplacé par un autre micocoulier à cause des canalisations situées près des racines. Une autre essence d'arbre est envisagée. On m'a dit, Margot, que vous étiez à la campagne hier. Exact, Jean-Marc. Nous étions à Villefranche de Lauragais où se tenaient les finales du championnat de France des lycées agricoles. Et oui, entre joueurs, encadrement, bénévoles et spectateurs, c'est plus de 700 personnes qui étaient réunies. Et nous nous sommes intéressés aux filles passionnées du ballon ovale. Scène de joie hier après-midi à Villefranche de Lauragais pour l'équipe féminine junior du lycée toulousain agricole d'Ozeville. Des nouvelles championnes de France fières de leur victoire au terme d'un match acharné, gagné 3 essais à 2 et après 2 années passées sur la 3e marche du podium. Ça se joue au mental à la fin. Et voilà, c'était une super journée, ça restera gravé à jamais dans nos mémoires je pense. Et voilà, on est super émus. Ça fait 3 ans qu'on attendait ce titre et on l'a enfin. Donc on est 3 ans qu'on l'a très heureuse. Une journée marathon qui vient conclure la saison de championnat entre les finalistes des 5 grandes zones françaises, représentées par des cadets et juniors filles et garçons. Objectif de cette compétition, célébrer le rugby agricole, notamment féminin, avec pour la première fois cette année, la tenue d'un tournoi élite pour les meilleures sections sportives féminines. L'éducation physique et le sport scolaire sont des composantes à part entière de l'ensemble de l'éducation et de la formation dans les lycées agricoles, à tel point qu'on a à peu près 40% de licenciés à l'UNSS. Et le rugby a toujours eu une histoire un peu particulière,
avec une représentation très importante puisque nous avons en gros une centaine d'établissements qui jouent au rugby, plus de 44 sections sportives dans la CMA agricole. On dirait que le rugby est surreprésenté comme partout dans la société et les filles et les femmes ont une place tout à fait importante, pratiquent des activités physiques de différents ordres et développent une pratique collective du rugby tout à fait intéressante. Et d'ailleurs, nous avons un certain nombre de joueuses de l'équipe de France actuelle qui viennent de l'enseignement agricole, d'ailleurs comme des garçons également. Engagement, qualité de jeu, accrochage et suspense étaient donc au rendez-vous lors de ce championnat pour le plus grand plaisir des supporters venus en nombre et en musique. La salle de concert, la Dynamo, arrivera-t-elle enfin à migrer dans ces nouveaux locaux du Faubourg Bonnefoy? Et oui, c'est la question que se posent les gérants de cette salle de concert. Pourtant, pour eux, il y a trop longtemps que des subventions ne sont pas arrivées, des subventions municipales. Alors donc, il y aura une table ronde, Margot. Exactement, une table ronde avec les collectivités est attendue dans les prochains jours. On écoute un des responsables de la Dynamo, Ali Théard. C'est la table ronde que l'on a proposée à la région, à la ville et au département. Tout le monde accepte cette idée-là et on espère sortir de cette table-là avec une solution. Mais la solution, de toute façon, table ronde ou pas, elle ne peut venir que d'une volonté politique. Et le premier des acteurs là-dedans, c'est bien M. Moudenc, puisque la Dynamo est sur son territoire et qu'il appartient d'abord à la ville de Toulouse de donner un élan en ce sens, voilà. Il manque 600 000 €, ça correspond à d'investissement, on parle bien d'investissement et non pas de fonctionnement, ce qui correspond à 1 € par habitant au niveau de la métropole, sur un projet qui s'étend sur 30 ans. Voilà. Au regard d'une métropole comme la métropole toulousaine, c'est, on va dire, une cacahuète. Alors ça fait bizarre de parler comme cela dans ces temps-là, mais je veux dire, mais même sur les déclarations de M. Moudenc, puisqu'il parle de pouvoir garder la capacité d'investissement de la ville de Toulouse, donc nous, on ne parle que d'investissement, et qu'en matière culturelle, c'est vrai qu'il est temps aussi d'avoir un débat au niveau toulousain pour savoir, sur les 6 ans qui viennent, quel investissement on veut opérer pour la ville de Toulouse. Voilà, eh bien, ce sera une des questions qui sera posée à Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse et le président de Toulouse Métropole, puisqu'il sera notre invité exceptionnel pendant 52 minutes sur notre antenne le vendredi 24 avril au soir. Margot, merci. Avec plaisir. Soyons prudents si vous partez tous en vacances demain. N'oubliez pas, il y aura beaucoup de monde sur les routes. Et on se retrouve demain avec François Guinle.